Le 6-9, Rudy Saada. Bon réveil sur Radio J, il est 6h20 et on prend la direction de Methoula dans le nord d'Israël, à la frontière libanaise, pour y retrouver l'analyste stratégique Stéphane Juffa, fondateur de la MENA, Methoula News Agency. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Rudy et bonjour aux auditeurs et spectateurs de Radio J. Alors merci d'être avec nous ce matin, d'autant plus que la nuit a été très courte. Plusieurs alertes ont retenti dans le nord, là où vous vous trouvez. Ouais, 4 alertes qui m'ont réveillé. Pourtant, je n'avais pas beaucoup d'heures à dormir. Des frappes d'arrière-garde, je dirais, du Hezbollah, pendant que de notre part, on pilonne avec l'artillerie, avec les chars qui sont à 50 mètres de la rédaction, on les entend bien, clairement. Et dans l'idée de libérer la zone qui est entre la frontière israélienne et le fleuve Litani. Ça va de 1 km dans ma zone jusqu'à 7-8 km près de la mer Méditerranée. L'idée, c'est qu'on a déjà prié tous les habitants de cette zone de s'en aller pour en faire un no man's land, pour protéger l'État d'Israël. Et il y a aussi, Rudy, une idée stratégique là-dedans, c'est-à-dire qu'on n'a aucune intention de rester indéfiniment dans cet endroit, mais on a en revanche l'idée, une fois que le problème du Hezbollah aura été résolu, d'échanger d'échanger notre retour, notre délaissement de cet endroit contre un traité de paix avec le Liban. Aujourd'hui, on ose l'articuler. Il y a un écho dans le gouvernement libanais. C'est le plan pour les prochains mois, prochaines années. Alors effectivement, sur le plan politique, cette opération crée une cassure, quasiment pour la première fois, cassure politique au Liban entre le Hezbollah et le gouvernement libanais. Naïm Kassem, le chef du groupe terroriste, a lui appelé à l'unité nationale. Il exhorte les Libanais à ne pas, je cite, poignarder la résistance dans le dos en pleine guerre. Est-ce que vous sentez cette division arriver, j'allais dire, au sein de la société libanaise, mais également division au niveau de ceux qui prennent les décisions? Oui, tout à fait. Le gouvernement libanais est clair. Il a donné l'ordre à l'armée d'arrêter tous les terroristes du Hezbollah qu'elle trouve sur son chemin. C'est pas encore tout à fait fait d'après les informations qu'on a, mais l'intention est là. Et c'est une intention cassante, c'est-à-dire que quand un gouvernement dit on est désormais des ennemis du Hezbollah, ça change tout. Il est clair que le gouvernement et les factions et les partis politiques libanais préparent l'après-Hezbollah. L'après-Hezbollah dépend également de la chute du régime en Iran. Une fois que le mentor unique et principal du Hezbollah est, il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus d'armes, il n'y aura plus de soutien. Et tout le monde le sait dans la région. C'est même plus le résultat d'une analyse compliquée, c'est tout à fait ce qui se déroule devant nos yeux. C'est la fin du Hezbollah, c'est la fin du régime iranien, on peut le dire et on le dit. Alors l'autre information importante, on va un petit peu dézoomer avec vous, Stéphane Juffa, c'est ces suspicions d'incursion de troupes armées kurdes depuis l'Irak. Alors selon le Washington Post, qui aurait franchi la frontière avec l'Iran, et ce depuis plusieurs jours, armés par les Américains pour créer un front au nord-ouest de l'Iran. Est-ce que il y a vraiment une stratégie? Est-ce qu'on pouvait attendre ce développement, c'est-à-dire occuper les troupes iraniennes pour les attirer et laisser le champ libre, évidemment, à la rue? Absolument. Depuis 24 heures, ce sont les Israéliens qui attaquent avec beaucoup d'énergie les postes frontières du régime le long de la frontière irakienne. L'idée, c'est de permettre à ces groupes de Kurdes irakiens qui existent depuis longtemps et qui sont armés depuis longtemps de franchir une barrière montagneuse et de se mêler à la cognée. Alors l'idée, c'est que on hésite à appeler les patriotes, les citoyens iraniens à descendre dans la rue, à se trouver nus face aux mitrailleuses des Bésiges et des gardiens de la Révolution. Donc l'effort se fait en direction de certains généraux chefs de division pour qu'ils
que le moment venu, ils rejoignent l'opposition et aident les civils à s'emparer des institutions et à démettre le régime actuel, le pouvoir, la tyrannie. Mais ça, les Israéliens essayent de renforcer ça avec tous les groupes armés positifs, dont les Kurdes. Et ils l'ont annoncé déjà officiellement. Les Kurdes irakiens franchissent la frontière et vont aujourd'hui et demain, je pense, chercher le contact avec les forces iraniennes en Iran. Et ils vont être également rejoints parce qu'ils traversent la frontière iranienne, mais ils tombent pas dans le vide, ils tombent dans le Kurdistan iranien. C'est-à-dire que ce sont leurs frères, ils parlent la même langue et ils ont les mêmes objectifs. Donc, ce sur quoi tablent les Israéliens et les Américains, c'est résistants kurdes d'Irak plus résistants kurdes d'Iran qui vont ajouter à la pression sur l'armée iranienne, l'armée du régime et ses sbires des Béziges et des Pasdaran. Alors, j'imagine que ce scénario a été prévu, écrit à l'avance. Est-ce que cela nous donne un indice sur l'avancée des objectifs des Israéliens et des Américains en Iran, c'est-à-dire un début de lancement de ce qu'on pourrait appeler une phase 2? Ouais, la phase 2, ce sera en moment. On parle beaucoup de moment. Quand on aura totalement terminé de détruire les quartiers généraux qui sont tous à Téhéran, des armes, de l'aviation, général de l'armée, des Béziges, des Pasdaran, il y en a une trentaine. On a presque terminé le travail. C'est-à-dire on décapite l'armée, les forces du régime. Et maintenant, ce qu'on fait de plus avec les Américains, c'est qu'on détruit les casernes. On attaque les troupes qui sont stationnées partout en Iran, avec bien entendu plus de concentration sur ce qui se passe à Téhéran, parce que la décision elle va se jouer à Téhéran dans la prise des ministères, la prise de la télévision, la prise de la radio, etc. Voilà ce qu'on essaye de faire, de déblayer le terrain, de déblayer la rue, de remplacer dans la rue les forces du régime par les civils iraniens. Ça, c'est le but. Et c'est comme ça qu'on entend, quand je dis on entend, c'est les Américains et les Israéliens, c'est comme ça qu'on entend par ce renversement libérer la rue, appeler les Iraniens à descendre dans la rue et à prendre le pouvoir. Et parallèlement, bien entendu, on attaque de manière incroyablement précise les sites de lancement de missiles balistiques et les sites de développement de la bombe atomique. J'ai vu des images, elles existent sur le site de la MENA. On voit des lots entiers de missiles balistiques, de lanceurs qui sont éradiqués, des bases entières éradiquées, et on le sent, Rudy. C'est-à-dire qu'au début, il y avait des grappes de 30 ou de 50 missiles balistiques qui arrivaient en même temps sur Israël. Leur technique a changé, ils en envoient 1, 2, 3. Alors c'est très embêtant, c'est-à-dire que les gens, surtout à Tel Aviv, n'ont pas un moment de libre. Toutes les 2-3 heures, ils sont appelés à descendre aux abris, mais pas pour longtemps, parce que pratiquement tous ces missiles balistiques, quand il y en a 2-3, c'est évidemment beaucoup plus facile, sont abattus par la défense antiaérienne israélienne, par les fameux Hetz, les flèches, et ça simplifie beaucoup le travail. Et puis surtout... Stéphane, juste une question, est-ce que cela est une stratégie iranienne ou est-ce que, c'est-à-dire donc de donner une riposte un peu plus lente pour pouvoir garder de l'armement, ou est-ce que c'est le signe que les stocks sont déjà épuisés côté iranien? Ouais, quand on va profondément dans votre questionnement, il y a pas vraiment de différence. C'est-à-dire que si vous reste pas beaucoup de stock, eh ben vous n'allez pas tirer des grades de 30 ou de 50 missiles. C'est exactement ce qui se passe, c'est naturel. Nous pensons, on a beaucoup travaillé là-dessus cette nuit, qu'ils sont au bout du rouleau dans tous les domaines. On peut le dire, on n'a pas peur. C'est-à-dire qu'il leur reste quelques jours, je dirais 4 à 5 jours de missiles balistiques, et ensuite ils n'auront plus de défense antiaérienne, plus de missiles balistiques, en régime normal se rendraient. Il faut que nos auditeurs spectateurs le comprennent bien. Faire une guerre contre 400 avions, 200 Israéliens, 200 Américains, sans avoir de force anti-aérienne, c'est comme en première division de football française, une équipe qui jouerait sans gardien. C'est pas possible.
Et Merci. on en est absolument là. Merci Stéphane Jouffa, analyste stratégique, de nous avoir éclairé et essayé de vous reposer un petit peu après cette nuit qui a été donc très agitée dans le nord d'Israël. Merci à vous.